Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Vous pensez depuis longtemps que le gouvernement nous ment, que nous sommes manipulés, que tous nos faits et gestes sont observés. Alors bienvenue dans toute la vérité. Tous les soirs sur Ado, mon nom est Bob et oui, je mets en lumière tout ce qu'on nous cache depuis beaucoup trop longtemps. Et d'ailleurs, je vous remercie de relayer info, car vous êtes très nombreux et nombreuses chaque jour à liker la page Bob vous dites la vérité, et de ce fait à également partager toutes les photos que l'on met sur cette page qui est devenue un forum de discussion et d'expression libre. Continuez à venir et surtout dites autour de vous qu'un homme dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. On va noter également que le 15 février, cette semaine, j'aurai le plaisir de recevoir Alexandre Génie, un médium qui nous permettra de vivre une expérience en direct, une expérience d'écriture automatique en live et en vidéo sur adofm.fr. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Le week-end dernier, on apprenait que l'industriel Findus, et juste avant le week-end d'ailleurs, nous avait vendu des lasagnes de bœuf faites avec de la viande de cheval. Alors, si cela n'est pas visiblement dangereux pour l'homme, il pose encore cette question, sait-on vraiment ce que l'on mange? Eh bien, pour répondre à cette question, Claire Sévrac, journaliste d'investigation. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors vous avez écrit Complot mondial contre la santé, on était venu ici, c'est marrant, c'était prémonitoire, on avait parlé de tout cela lors de votre premier passage ici, la malbouffe, et là donc cette histoire, Findus qui décrit qui défrait la chronique, et puis mais au-delà bien sûr de cette marque, on va parler de la traçabilité. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment la traçabilité? En fait, c'est-à-dire quand un animal est tué dans un pays, normalement, sur les étiquettes des produits, il doit y avoir marqué au moins l'endroit où la bête a été abattue et l'abattoir, enfin l'endroit, etc. Et l'endroit où, si jamais ça a été transformé en plat cuisiné, etc., ou débité ou changé, ça doit être marqué aussi sur les étiquettes. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que par exemple un poulet roumain qui est abattu en Roumanie, quand il arrive en France pour être transformé en barquette de je sais pas quoi, de poulet machin, il devient français. Donc ça devient déjà très compliqué de savoir. Voilà. Donc c'est. Ça veut dire qu'en fait il est tué en Roumanie, il est élevé en Roumanie, mais quand il arrive en France, on met le label élevé en France. Absolument. C'est pas bon ça. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les plats cuisinés, l'obligation de la traçabilité est sur la viande quand elle n'a pas été transformée. Quand c'est des plats de lasagne comme en ce moment, il n'y a aucune obligation que ça soit mentionné sur les paquets. Donc ils font à peu près ce qu'ils veulent. Alors l'affaire a fait grand bruit à Bercy hier. Il y avait semble-t-il une réunion de crise avec les professionnels de l'abattage, de la commercialisation des viandes, de la transformation et de la distribution. Alors moi ce qui m'amuse, c'est quand même réunion de crise. Ça veut dire qu'en fait ils savaient pas avant tout cela? Non, mais je veux dire, c'est d'une hypocrisie sans nom. C'est comme pour les médicaments. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un scandale qui éclate, on nous dit « Oh, mais c'est pas possible, comment c'est possible ?» Enfin, je veux dire, il y a des contrôles partout, etc. On sait, quand on regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, il n'y a pas eu de contrôle sur l'ADN de cheval dans les produits à base de bœuf depuis 2003. C'est-à-dire depuis 10 ans, il n'y a eu aucun contrôle. Et en plus de ça, quand un contrôle est déclenché, c'est sur renseignement, un peu comme sur dénonciation. Quand il y a quelqu'un qui dit... Donc pendant 10 ans, ils ont pu faire absolument ce qu'ils voulaient. Et puis ils peuvent continuer là, parce que là, en plus, bon, là, je comprends que ce soit très traumatisant, parce que moi, la première, j'adore les chevaux et je ne voudrais pas me retrouver en train de manger du cheval. Je comprends que ce soit très traumatisant. Mais surtout que je comprends pas, Claire, parce que moi j'ai toujours pris connaissance de la viande de cheval, du prix. J'ai l'impression que la viande de cheval c'est plus cher que la viande de bœuf. C'est pour ça que je comprends pas. J'ai pas compris où était l'intérêt en fait. Si, parce que l'entourloupe, elle est fait en Roumanie jusqu'à ce qu'il rentre dans l'Europe et qu'il se modernise vraiment. Il y avait beaucoup de chevaux de trait
Il y a beaucoup de chevaux qui servaient à la locomotion, enfin qui servaient aux gens à se déplacer d'un endroit. Et tout d'un coup, ça a été interdit. Ils sont passés à la mondialisation et aux mêmes moyens de locomotion que nous. Et donc, il y a eu des milliers de chevaux qui se sont retrouvés. C'était de toute façon l'abattoir. On pouvait rien en faire. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes bien intentionnées qui se sont dit que finalement, ces chevaux, de toute façon, puisqu'ils allaient passer à l'abattoir, autant que ça fasse un profit pour quelqu'un. Oui, parce que j'ai appris, alors ça c'est juste incroyable, qu'il existait des traders en viande. Vous le saviez ça ? Non, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais par contre, ce que je sais depuis que j'ai enquêté justement pour le complot contre la santé, c'est que il y a plus de lobbyistes au Parlement européen qu'il n'y a de députés. Donc tous ces gens-là, ils sont là effectivement pour essayer de faire avancer les lois qui les arrangent. Donc voilà. Alors, vous savez qu'il y a Yves Gégaud, qui est député UDI de Seine-et-Marne, qui n'en revient pas. Il déclare, je cite, on assiste à une marchandisation de l'alimentaire comme n'importe quel produit. Or, si les marchés financiers ont été régulés, il faut réguler ce secteur aussi. Auteur de rapport sur la traçabilité en 2010 et fondateur du label Origine France Garantie, Yves Gégaud voudrait aller plus loin. Il déclare, encore une fois, il faut mettre en place une traçabilité complète pour tous les produits. Sur le paquet de lasagne, il faudrait inscrire viande de Roumanie et sauce tomate de Chine ou de je ne sais pas quoi pour annoncer et pour avertir le consommateur. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah ouais, non, mais je trouve ça extraordinaire parce que ça, c'est comme quand on nous dit que le réchauffement climatique, c'est à cause de nous parce que chacun emploie sa petite voiture et qu'il faudrait faire des covoiturages parce que le CO2, c'est terrible et tout. Alors là, par exemple, on regarde le cas de la viande qui va en Roumanie, qui se retrouve je sais pas où, qui descend chez Spanghero dans le milieu de la France et qui finit par être traité je sais plus, c'est pas le Liechtenstein, c'est quoi? Parce que c'est passé partout, c'est d'abord passé en Roumanie, après c'est allé chez les Chypriotes, après c'est parti en France, c'est allé partout. Le CO2, c'est comme les barquettes de fraises d'Espagne qui mettent 7000 km pour arriver sur le marché français, parce qu'on va leur mettre des arômes en Chine, et puis après, enfin je veux dire, c'est complètement bien sûr. Ils savent très bien ce qu'ils font. Effectivement, là-dedans, il y a beaucoup d'intermédiaires. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires et que tous ces intermédiaires ont besoin de se sucrer, et qu'il faut quand même que les prix arrivent au plus bas sur les marchés de la consommation, étant donné que les gens ont de moins en moins de moyens. Donc les intermédiaires se sucrent, c'est forcément au détriment de la qualité. Fatalement, c'est toujours le consommateur qui trinque. En tout cas, si vous arrivez, sachez que nous parlons de ce scandale de la malbouffe avec Claire Sévrac. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Beaucoup de réactions, comme d'habitude, Elliot sur la page Facebook. Bob, vous dites la vérité, en tout cas, vous pouvez réagir. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ont plus confiance dans ce qu'ils ont dans leur frigidaire et qui veulent savoir effectivement s'ils peuvent manger tout ce qu'il y a dans leur congélateur. Et nous, on leur conseille d'aller voir l'European Food Information Council, c'est eufic.com.org. Est-ce qu'on saura, Claire Sévrac, véritablement un jour ce que l'on mange ? Ah mais je pense qu'on ne sait pas ce que l'on mange, parce que moi depuis que j'ai enquêté, je ne sais même plus ce que je peux manger. Donc je veux dire, c'est pour ça que je comprends même pas, à part le fait que ce soit traumatisant de manger du cheval si on aime le cheval, si on aime les chevaux, je veux dire, tout le reste, enfin tout ce qu'il y a dans la bouffe nous est complètement caché. Je veux dire, il y a des tas de trucs qui devraient nous dire, par exemple que les élevages industriels sont complètement remplis. Déjà, les bêtes sont nourries aux OGM, on nous le dit pas. On ne sait pas ce que les OGM peuvent faire sur le corps humain. On nous dit pas que les bêtes, parce qu'elles sont dans des conditions d'insalubrité totale, mais totale. Faut voir les reportages sur les élevages industriels. Donc elles sont bourrées d'hormones, elles sont bourrées de tranquillisants parce que sinon elles se tueraient entre elles. Elles sont bourrées d'antibiotiques parce que à cause de tous les, tous les excréments, les restes de bouffe dans lesquels. Mais là, Claire, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde le sait ça. Le consommateur est au courant que les animaux sont élevés dans des conditions atroces. Les gouvernements le savent, tout le monde le sait, les agriculteurs. Et pourquoi ça change pas ? Je pense que les gouvernements, je sais pourquoi ça change pas, parce que de toute façon, c'est une façon de se faire du pognon, donc eux, ils vont pas dénoncer l'histoire.
Mais les consommateurs, je pense que les consommateurs sont encore très naïfs. C'est-à-dire que on se dit tous que c'est pas possible, que certaines marques qui ont pignon sur rue, que les instances sanitaires qui sont soi-disant là pour nous sauver, que les experts qui sont là pour tout surveiller vont faire attention aux choses et que donc on peut leur faire confiance. Il faut absolument pas leur faire confiance. Je veux dire, non seulement, bon, il y a les OGM, il y a le fait, tous les jours, moi, je découvre des trucs qui sont absolument immondes. Je veux dire, là, tout à l'heure, je regardais un reportage, ils prennent les bas morceaux des viandes. Vous savez, quand on découpe une viande, il reste des petits bouts et tout. Ouais, bien sûr. Ils prennent tous ces petits bouts, ils les mettent dans un grand récipient, ils balancent de la poudre qui s'appelle Activa, qui est un enzyme dessus, et ensuite ils les mettent dans des barquettes très serrées dans les réfrigérateurs, très froids, et ça produit de la viande reconstituée, c'est-à-dire que vous mettez de l'enzyme plus des bas morceaux, et 4 heures après vous avez un morceau de viande reconstituée qui ressemble à un beau rôti de bœuf. C'est énorme, je savais même pas que ça existait, ça. Il faut que les gens sachent que on ne peut pas faire des prix aussi bas. Une côte de bœuf peut pas être à 6 € le kilo. Faut le savoir. Donc si on achète une côte de bœuf à 6 € le kilo, on bouffe de l'enzyme. Non mais parce que moi je me dis, à un moment donné, on arrive à reconstituer de la viande. Vous faites ce que vous voulez, vous en mangez pas. Mais au moins qu'on le sache, vous voyez ce que je veux dire? Ah mais non, mais le but du jeu, c'est pas qu'on le sache, parce que si on le savait, qui l'achèterait? Et le but du jeu, c'est quand même de nous faire consommer. Il y a des tas de trucs comme ça. Par exemple, la viande jusque-là, la viande industrielle, justement à cause des conditions sanitaires qui sont épouvantables, on les lavait dans l'eau oxygénée ou l'eau de Javel. Alors, maintenant, il y a un petit malin depuis 3 ans qui a trouvé que si on mettait un virus dessus, on vaporisait un virus dessus qui était capable de bouffer les bactéries qui sont sur la viande qui est dégueulasse, on ne pouvait plus attraper de E. coli, de salmonelle, etc. Donc, au lieu de laver la viande à l'oxygéné et à la javel, ce qui est déjà pas terrible, et ben maintenant, il vaporise un virus dessus qui bouffe les bactéries. Et c'est ou un acide, mais qu'est-ce que ça fait sur notre flore intestinale? C'est ça, Personne nous le dit. Personne nous dit non plus ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, je veux dire, si on commence à chercher, c'est absolument... voilà. C'est immonde ce qu'ils font. Alors, il y a des fœtus humains avortés dans les crèmes anti-rides, etc. Ça, on le sait un petit peu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les cellules souches embryonnaires sont utilisées des bébés avortés à 14 semaines ou 2 mois, etc. servent à fabriquer des arômes alimentaires. Qu'on retrouve dans tous nos aliments. Ils servent à faire les substituts de gélatine qui sont dans tous les bonbons, dans les desserts, dans les marshmallows, etc. Donc voilà, donc on bouffe du fœtus humain. On nous le dit, ça? Non, ça on nous le dit pas. Alors, vous savez, ça fait flipper beaucoup de gens. Il y a d'ailleurs Fernando qui dit, est-ce qu'on se dirige vers une alimentation comme dans le film Soleil Vert? Est-ce qu'un jour on va arriver à s'auto-manger? Parce que c'est ce qui se passe quand même dans ce film que je vous invite à voir, qui date des années 70, qui est juste avec Burt Lancaster, qui est juste énormissime. On va revenir dans un instant sur ce dossier de la malbouffe, ou Charlton Heston d'ailleurs. C'est pas Burt Lancaster, mais c'est Charlton Heston dans ce film. Vieil acteur incroyable. Qui a mal tourné d'ailleurs, je crois. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je crois qu'il soutenait le lobby des armes, je crois, Charlton Heston, je crois. Bon, voilà. Je ne sais pas ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. En tout cas, 23h15, c'est ado, c'est toute la vérité. On revient dans un instant, une poignée de secondes à peine, sur le dossier de la malbouffe. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. Parmi vous, certains y croient, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, vous avez tous un point commun. Vous m'écoutez vous dire toute la vérité tous les soirs entre 21h et minuit. Et d'ailleurs, demain, belle émission sur la quête du Graal, le Saint Graal. Et pour cela, je recevrai Paul George Sansonetti. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Bob est sur Ado. Oui, avec Claire Sévrac, notre invitée, pour parler de ce dossier malbouffe et donc de la traçabilité des aliments. Claire, je propose d'accueillir Richard, qui lui a vu des choses dans un abattoir assez incroyable. Bonsoir Richard. Oui, salut Bob. Bon, t'as quel âge Richard? Enfin. Ben, j'ai 37 ans. D'accord. Et donc toi tu travailles dans un abattoir ou tu as visité un abattoir?
Oula, moi j'ai travaillé dans un abattoir pendant... Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après je suis vite parti, je me suis même fait virer. Ouais. J'ai travaillé 3 semaines dans un abattoir. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les abattoirs? Je pense que là, on parle de la traçabilité. On a parlé avec Claire, justement, des conditions de vie des animaux dans ces abattoirs. J'imagine que c'est pas beau et que ça doit être dur à supporter. C'est très dur à supporter, j'en ai fait une dépression et je suis devenu végétarien. Au moins les choses sont claires. Alors, c'est assez simple. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que déjà au niveau des animaux, quand ils arrivent, ils descendent de camions, ils sont dans un état pas possible. Ils ont déjà des pattes de cassé, on les traîne par terre avec des chaînes, ils sont traumatisés, ils sont déjà dans des états pas possibles. Hein. Bon, moi j'ai travaillé, au départ, je travaillais directement à ce qu'on appelle la tuerie, la fosse. Ouais. Voilà. Donc, Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un endroit où on exécute les animaux, j'imagine? C'est l'endroit où on exécute les animaux. Donc il y a les deux manières, avec les pistolets dans le front, c'est des pistolets à pression en fait. Ouais. C'est une espèce de pieu qui rentre tout d'un coup dans la cervelle de l'animal. Et à côté de ça, il y a la version halal, où là c'est la vache est mise dans un tonneau, elle est retournée, on lui tranche la gorge pour la viande dite halal en fait. D'accord. Il faut savoir que donc entre le moment où la vache elle est tuée, le moment où elle arrive en bout de chaîne, c'est-à-dire aux abats, il se passe un quart d'heure. Ah, ça va vite quand même. Ça va très vite. Ça va très très vite, il se passe un quart d'heure. Quand on voit le bestiau en un quart d'heure, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Il faut savoir que, par exemple, la vache, une fois qu'elle est découpée en quartiers, en 2 parties, quand on veut la rentrer dans les congélateurs, on pose ses mains, il y a encore tous les muscles qui bougent. Ah bon? Parce que ah oui, mais bien sûr, parce que ça va tellement vite que la vache, les nerfs sont encore en fonctionnement. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est un peu comme quand une poule, quand on lui coupe la tête, elle continue à courir, quoi, c'est ça. Et les nerfs sont chauds, en fait, c'est ça. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On sent encore la chaleur, on sent l'énergie de la vache, on sent tout ce qui se passe. Après, les choses les plus choquantes, c'est que, bon, il y a des choses qui sont mises en congélo. Des fois, les congélos, ils tombent en panne, des choses comme ça, ou alors on rentre pas tout de suite à temps les quartiers de viande, donc la viande commence à verdir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la congèle pour maintenir les microbes, enfin les calmer à un moment. Et ensuite on les ressort. Et là effectivement on va venir la saupoudrer, lui mettre des produits pour enlever aseptiser quand c'est pas des fois de javel, quand pour aseptiser ça et pour enlever tout le verre et reconstituer la viande effectivement, oui. Mais c'est monstrueux, Claire, vous entendez ça, mais c'est horrible. Ah non, mais moi je suis au courant, mais moi je mets sans arrêt sur mon site parce que je trouve ça immonde, absolument, et non seulement on nous le fait manger, mais la souffrance des bêtes est absolument immonde et je suis contre à 3000%, et je mets sans arrêt des trucs des reportages sur mon site que je m'efforce de regarder parce que j'ai pas toujours le courage tellement c'est immonde. Je veux dire, et parce que là on parle, je veux dire, de l'abattoir, mais il faut voir comment ces bêtes sont parquées. Je veux dire, il a raison, les 3/4 du temps, les poulets qui sont dans les élevages industriels, déjà on leur coupe le bec à vis pour pas qu'ils se fassent du mal entre eux. Et donc c'est déjà vraiment horrible. Et en plus de ça, ils sont sur des clés pour que les excréments puissent descendre, etc. C'est comme si vous étiez vous sur sur même pas un tapis roulant, sur des trucs de fer. Donc elles s'accrochent tellement pour pas tomber que finalement, et puis en plus comme elles sont nourries avec des hormones, etc., leur poids ne peut plus être supporté par leurs pattes. C'est-à-dire que souvent quand ils enlèvent les poulets, les pattes restent accrochées aux clés, quoi, qui sont... c'est juste immonde ce qu'on fait aux animaux. Ah mais c'est monstrueux. Alors, faut que les gens le sachent, mais le problème c'est que ça c'est aussi la mondialisation et notre civilisation. C'est qu'avant, un fermier, quand il voulait manger un poulet, qu'il élevait au grain, etc., et qui était dans sa cour, il choisissait la poule qu'il devait tuer à ce moment-là parce qu'elle était soit un peu vieille, soit parce qu'il savait que mais il faisait le geste de la tuer, etc. C'était pas anodin. Maintenant, les gens vont dans les supermarchés, ils achètent une barquette avec 6 cuisses
ou avec 14L, etc. Ils sont même pas, je pense que les 3/4 des gens ne sont pas conscients de ce que c'est que de manger un animal. Et vous savez qu'il y a des gamins, ils pensent qu'en fait un poulet c'est à 6 cuisses, parce qu'en fait maman elle arrive avec 6 cuisses, elle se dit tiens, oui, ils pensent, non, il y a plein de gamins qui savent pas, ouais, bien sûr. On banalise complètement l'histoire et franchement les bêtes sont non seulement tuées dans des conditions abominables, mais elles sont élevées dans des conditions abominables et tout est fait pour nous tromper, parce que quand on regarde ce qu'il y a écrit même sur les œufs par exemple, quand on voit écrit œufs de poules élevées en plein air, ce sont des poules élevées en batterie. Il suffit qu'elles aient un accès de genre, je sais plus si c'est 15 ou 30 cm vers de l'air. Donc, c'est-à-dire qu'ils font une trappe en bas du truc où il y a 10 000 poules dans un hangar. Ils font une trappe, elles ont accès à l'air, donc elles sont soi-disant élevées en plein air. Ouais, c'est-à-dire qu'on joue sur les mots, quoi, c'est ça, hein, c'est ça. Tout le monde le sait, ça, tout le monde le sait, mais je veux dire, au niveau de nos dirigeants, tout le monde le sait. Mais moi, ce que je trouve incroyable, alors... Oui, parce que c'est le profit qui prime. Alors, Richard, vous qui avez travaillé donc pendant 15 jours dans cet abattoir, qui avait été scotché, parce que vous avez vu, donc dépression et aujourd'hui végétarien, mais quand vous me dites que la viande verdit là, donc on lui remet un produit pour qu'elle redevienne à peu près rouge, mais là moi j'ai envie de me dire, et vous me dites à un moment donné carrément le frigo tombe en panne, parfois on met un peu de temps à prendre les quartiers de viande à les rentrer au frigo, donc tout cela c'est assez violent, mais il y a quand même un organisme sanitaire de régulation, j'imagine que vous avez des contrôles incroyables dans les abattoirs, non? Ça dépend. Vous savez, il y a aussi des enveloppes qui passent pour soudoyer les contrôles sanitaires. Ah bon? Du moment que tout le monde touche de haut en bas, tout va bien. Enfin, les gens qui sont là, la preuve c'est que Richard est pas resté. Quand on reste, on est complice. Et quand on est complice, tout le monde sait que pour que les gens deviennent complices, les gens qui sont susceptibles de se faire corrompre, il n'y a que l'argent qui peut les corrompre. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire qu'il y a quand même... Parce que les organisations sanitaires, c'est quand même censé nous protéger, nous, simples citoyens. Je sais que tu te fais l'avocat du diable, mais on a déjà parlé quand je suis venue, par exemple, des vaccins, des médicaments, etc. On a vu, ça a fait une histoire terrible pour le Mediator. Ouais. Et puis maintenant, il y a encore d'autres médicaments, et il y en aura toujours. Ouais. Parce que c'est pas sur un médicament qu'il y a un problème, c'est sur la chaîne entière qui est faite pour fonctionner comme ça. Alors du coup, donc, quand on nous dit, là je suis en train de, j'ai regardé tout à l'heure un truc, François Hollande dit les coupables vont être punis, etc. Mais il faut arrêter de déconner, quoi. Je veux dire, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça, que c'est fait pour fonctionner comme ça, que tout le monde prend des enveloppes au passage, et que de toutes les manières, les gens, voilà, ils sont corrompus par le fric, et que tout le monde se tait, et du moment que les gens touchent leur enveloppe, ils mettent pas au courant les consommateurs. Et toi, tu dis dans ton émission la vérité, certes, mais je veux dire, il y a combien de médias autour de nous qui s'engouffrent dans la brèche. Là, en ce moment, c'est on a mangé du cheval peut-être à cause du bœuf, etc. Mais manger des embryons humains, c'est pas grave. Manger de la viande reconstituée, c'est pas grave. Et ça, personne nous le dit. Alors, Richard, les conditions donc extrêmes, est-ce que tu as vu, toi, dans les abattoirs, véritablement mettre en barquette de la viande périmée à destination du consommateur? Oui. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il y a certaines carcasses de vaches, entre autres, parce que moi, je travaillais surtout au niveau des vaches. À l'époque, c'était une entreprise que je ne n'aimerais pas, évidemment, pour pas avoir de problèmes. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était une entreprise de Bretagne. Voilà. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des carcasses de vaches que tu as battues, qui sont conditionnées, qui datent d'il y a 2 ans. Ouais. Voilà, ce sont les vaches qui sont battues. Et soi-disant que elles sont placées dans des frigos, mais à chaque fois qu'on les sort pour faire de la place dans les frigos, la viande a tendance à se dégonfler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la recongèle. On la recongèle. Donc tout le monde connaît le principe de la congélation. Mais non, c'est-à-dire que normalement, on doit pas. Il y a quand même un certain temps, même si on congèle des aliments, il y a un certain temps, il faut les décongeler, puis après il faut les manger, parce que c'est plus valable quand même. Mais ils ont des produits chimiques miracles qui recomposent la viande et assainissent la viande.
c'est monstrueux ce que vous êtes en train de me dire là, parce que ça veut dire que moi je veux bien. Alors là pour le coup, Claire, c'est vrai que je fais souvent l'avocat du diable, mais là je vais plus bouffer de viande. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux manger? C'est-à-dire aujourd'hui, alors Il y a un très bon livre qui est sorti de Fabrice Nicolino qui s'appelle Bidoche. C'est bien ce que ça veut dire. Eh ben, qu'est-ce que je peux manger là, Richard? Moi, à la fin, donc je peux plus manger de viande. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de manger de la bonne viande en France sans avoir passé par ce process mafieux? Alors, si tu veux pas passer par tous ces procédés-là, la seule façon pour quelqu'un qui souhaite manger de la viande, c'est d'acheter son animal et de l'abattre soi-même. Ah, ouais, mais c'est interdit ça. Dans Paris, je me vois bien, tiens, avec ma vache dans mon jardin. Puis déjà, je pourrais jamais abattre un animal. Enfin, je suis face à une vache tellement mignon, même si c'est énorme. Ah ouais, c'est une tête incroyable. Donc, je peux pas faire ça. Après, si tu veux, il y a d'autres systèmes. Hein. Il y a des petites coopératives qui se créent, surtout dans le domaine bio aujourd'hui. Ouais. Des personnes qui organisent des petites associations. Ah oui, j'ai appris ça. Ils achètent en collectivité certains animaux. C'est pas mal ça. Traités en très bonne et due forme. Ouais. Et ensuite, ils les abattent et après se partagent la viande. Ça existe. Bon, moi, ce que je voudrais dire aussi une chose, c'est important pour moi aujourd'hui, c'est que ce qui m'a beaucoup traumatisé, hormis l'odeur du sang, hormis la vision des choses, tout ce qui se passe, même... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des abattoirs, les gens qui travaillent à l'abattage, ils sont payés à la tête. Ah bon? Ils n'ont pas un salaire fixe, ils sont payés à la tête. Donc plus ils abattent, plus ils sont payés. Plus ils abattent, plus ils sont payés. Donc, il y a des gars qui, des fois, j'ai vu des mecs amener des animaux qui sont piqués dans des fermes pour pouvoir les abattre et avoir des têtes en plus. C'est incroyable. Ça devient, mais c'est manichéen, quoi. C'est juste dingue, quoi. Alors, pour moi, ce qui était le plus dur, par exemple, je suis très venu en parler, je suis désolé. C'est par exemple les veaux, les petits veaux qui arrivent. Quand vous regardez le regard de l'animal, là vous savez vraiment qu'il y a un être. Il y a un être. Et ça c'était très très dur. Le plus dur, c'est ce qui a déclenché ma dépression et sans doute ma prise de conscience. Et c'est là que j'ai compris que d'un point de vue énergétique, on devient ce que l'on mange. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, Richard. Je pense que de toute façon, le karma de ces animaux qu'on fait souffrir comme ça et qu'on bouffe après, on ne peut pas s'en sortir indemne. C'est pas possible. Il y a un proverbe qui dit on est ce que l'on mange. Hein. Oui, mais c'est exactement ça. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs, vous êtes ce que vous mangez, je ne sais plus qui, et c'est totalement véridique. Totalement véridique. Oui, parce qu'on peut imaginer quand même, Richard et Claire, c'est que quand on fait souffrir un animal, il en ressort toujours quelque chose, mais même dans la viande, même dans la conception de la je sais pas, physiquement, j'imagine que ça doit déclencher des choses qui ont une influence sur le goût de la viande, sur tout cela, non, j'imagine. Alors, il y a un truc que j'ai fait, pardon. Oui, excusez-moi. Non, pardon, vas-y. J'ai fait des petites recherches. Il faut savoir que la protéine animale provoque certaines choses au niveau du cerveau. C'est-à-dire que la protéine animale va créer une dépendance au même titre que la caféine ou la nicotine. D'accord. Donc plus on mange de viande, plus on a une accoutumance à la viande. Moi, par exemple, il m'a fallu 2 ans pour pouvoir devenir végétarien. Ah oui. Alors au début c'était très dur parce qu'à l'époque quand j'étais jeune j'étais un gros consommateur. Moi je suis issu du nord de la France, je viens du nord de la France. On estime dans le nord de la France que s'il n'y a pas de la viande à tous les repas, c'est pas un repas. Bon. D'accord. Donc ce qui se passe c'est que moi je mangeais des côtes à l'os de 1 kilo en une fois au barbecue et des trucs comme ça, donc j'ai toujours été habitué à bouffer de la viande. J'ai mis 2 ans parce que il fallait que je me déshabitue. À chaque fois que j'en mangeais, je culpabilisais derrière. Donc c'est addictif, t'es en train de me dire qu'en fait c'est comme une drogue quoi. Bien sûr, c'est addictif. Oui, la protéine animale est addictive. Et ça a été prouvé scientifiquement. Enfin, cela dit, moi je conseille à tous les gens qui veulent se désaddicter d'aller voir les reportages sur les élevages industriels. Ça calme. Hein. Voilà, on va marquer une pause musicale si vous le voulez bien. Restez avec moi, Claire, Sévrac et puis Richard, donc pour continuer à parler de ce dossier de la viande, mais il n'y a pas que ça, il y a les poissons, il y a tout ça, bien sûr. On se demande si un jour on arrivera à manger sainement et si cette mondialisation, si le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, va pas nous emmener
emmener justement sur une pente de plus en plus descendante. En tout cas, cet ado, c'est toute la vérité. Si vous voulez réagir, faites-le. Hein. Alors là, j'imagine que mon Elliot, ça réagit beaucoup. Ah oui, alors personne ne sait plus ce qu'on peut manger. Par contre, il y a Caroline qui nous dit on va faire un gros câlin aux animaux. Ouais, c'est ça, on va faire. Bon, en tout cas, cet ado, mon Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Bah là, on va écouter Montel Jordan avec Get It On Tonight sur Ado et dans Bob vous dit toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Elle est journaliste d'investigation, elle a écrit Complot mondial contre la santé. C'est Claire Sévrac qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et puis on a eu Richard également qui a bien voulu témoigner. Il nous a appelé à la volée, il a travaillé dans un abattoir et tout ce qu'il nous dit est semble-t-il, en tout cas effrayant pour moi. Alors je suis peut-être dupe, hein, mais à chaque fois je me dis, c'est marrant parce que Claire, je me dis que quand on voit tout cela, j'ai toujours espoir, je me dis l'homme est bon, à un moment donné il va se réveiller, il va prendre conscience que ce qu'il fait c'est pas bien. Est-ce que ce réveil va avoir lieu un jour? Je l'espère, je pense. C'est pour ça que moi j'essaye de toutes mes forces d'avertir les gens, parce que je pense que le problème c'est qu'on nous mène tellement en bateau, on nous raconte tellement de conneries que on nous dit pas les choses, on nous dit pas ce qui se passe. Donc les gens font confiance aux instances sanitaires. Chaque fois qu'il y a un problème, on nous dit oh mon Dieu, il y a un problème, mais là on va mettre tout le monde sur le coup et tout le monde on va faire des commissions, on va faire des contrôles, etc. Mais c'est chaque fois, c'est un marché de dupes, parce que chaque fois on nous dit ça, chaque fois qu'il y a un truc qui explose. Mais à la base, tout le monde sait dans les instances ce qui se passe. Je veux dire, par exemple, tu as évoqué tout à l'heure les poissons, etc. En ce moment, ils sont en train de faire des saumons transgéniques qui grandissent 2 fois plus vite. Ils sont plus gros que les thons. Parce que c'est à base d'OGM, etc. Et de manipulation génétique. Les pangas, par exemple, tout le monde nous dit les pangas, si tu vas chez le marchand de poissons, te dis les pangas, c'est vraiment très bien. Ce sont des filets, il n'y a pas une arête, c'est bon pour les enfants, etc. Les pangas, ils sont inséminés avec de l'urine de femmes enceintes. Parce que ça, au lieu d'avoir 1000 œufs qui vont éclore, ils en ont 1 million. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui récupèrent l'urine de femmes enceintes pour faire des poiscailles. Ouais. Oui. C'est incroyable. Alors ça, si on le disait aux gens, ils boufferaient plus de pangas. C'est évident. Mais, je veux dire, on nous dit pas, ce sont des apprentis sorciers. Mais c'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays ça? N'importe quoi. Claire. Les pangas, ils sont cultivés. Ils sont élevés dans le. Alors ça, c'est pareil. Il y a des reportages là-dessus. Faut les regarder. L'élevage des pangas dans le détroit du Mékong, c'est quelque chose d'absolument immonde. Ce sont des fermes flottantes où les mecs ils ouvrent une trappe, on dirait les seaux d'anguilles, quoi. Ouais, il y a des millions de poissons qui sautent en l'air, etc. Et ces poissons, normalement, ont par exemple 1000 œufs. Les femelles ont 1000 œufs ou ça, je sais pas, 100 œufs. Et ils leur donnent, ils les inséminent avec de l'urine de femme enceinte. Et ça décuple, ou ça multiplie par 10 le nombre d'alevins qu'ils ont. Et donc, on nous fait manger ça, quoi. Est-ce que quelqu'un sait, je veux dire, et les instances sanitaires le savent, puisque moi je le sais, ils le savent. Donc, mais personne ne sait ce que ça va donner sur les gens, sur la population qui mange ça. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir ce qui va nous arriver si on bouffe des OGM, si on bouffe de l'urine de femmes enceintes, si on bouffe des cadavres d'embryons? Oui, c'est ça. La problématique, c'est qu'on n'a pas le recul. Richard, toi qui as travaillé dans un abattoir, combien de vaches à l'heure on tue? À l'heure? Ouais, parce que j'imagine que c'est à l'heure, donc. Ou dans la journée. Dans la journée, je sais pas combien de vaches sont tuées ou de veaux. Moi, je commençais. Alors, je vais t'expliquer. J'ai pas vraiment fait le compte. Personnellement, je commençais mon service à 3h du matin et des fois à 9h, je pouvais avoir fini. À 9h du matin. Entre 3h du matin et 9h du matin, entre 500 et 600 vaches se passaient. Entre 500 et 600 vaches?
Oui, à peu près. Et là, tout le monde était content, parce qu'on a fait une bonne journée, c'est bien. Mais des fois, ça pouvait arriver que je travaille de 3h du matin à 14h l'après-midi, parce qu'on avait un approvisionnement de 2 à 3 000 têtes, quoi. C'est monstrueux. Monstrueux, Alors, parce que... L'autre chose que je voudrais parler, Bob, parce que ça, je pense que c'est assez important et c'est directement en lien avec d'autres choses. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cancer de la vache? Du cancer de la vache? Non, pas du tout. Alors, Claire, vous en avez entendu parler du cancer de la vache? Oui, moi j'en ai entendu parler, ouais. Alors, quel est-il ce cancer, Vas-y, Richard? explique, Richard. Alors, c'est simple. Il faut savoir que on a développé tout un système d'agriculture OGM. Nos propres vaches sont élevées par les OGM et donc elles développent des cancers, exactement comme nous quand on bouffe du maïs transgénique ou cette connerie-là. Et l'étude de Serralini sur les rats qui développent des cancers et des tumeurs absolument immondes, il faut savoir que c'est la même chose sur les autres animaux. Mais c'est ce qui s'est passé avec la vache folle, c'est-à-dire qu'en fait le problème de la vache, parce qu'on parlait de Soleil Vert tout à l'heure, du film Soleil Vert, où on se bouffe, en fait le problème de la vache folle, c'est qu'on a fait bouffer à la vache des vaches, en fait, c'est ça en gros. Hein. Farines animales, mais ça continue, on nourrit les poissons et on nourrit beaucoup des animaux avec de la farine animale. Et j'ai vu on nourrissait aussi les animaux avec de la sûre de bois. Aussi, qu'il y avait au milieu de... rien, comme on mange bien des pétrotomates, je veux dire... Des quoi? Des pétrotomates. C'est quoi les pétrotomates? Les pétrotomates, c'est Berland qui a mis ça à jour et ça lui a valu sa carrière. Il était directeur de l'INRA et il a expliqué comment, tu vois, les tomates grappes que tu vois chez le marchand et qui à tous nous rappellent nos tomates d'enfance avec la grappe. Quoi. Bien sûr. Elles sont les 3/4 du temps cultivées sans terre, sur un truc plastique avec des gouttes de pétrole. Ah oui, du pétro-tomate. Pétro-tomate, alors je faisais pas faire un rapprochement. Mais par contre, ils ont bien pris soin de les faire en forme, elles sont toutes du même calibre. En joli, quoi. Et elles sont avec la grappe au milieu, quoi, la queue au milieu, avec les trucs. Donc pour tout le monde, ça rappelle notre enfance et ça rappelle, c'est comme quand on nous dit poule élevée en plein air. Pour le commun des mortels, ça rappelle quand on était dans une ferme et qu'on voyait les poules courir devant nous. Tout ça, j'avais ça quand j'étais petit, moi. Alors, Richard, le cancer de la vache, là, t'es en train de me dire que tu as abattu, toi, des vaches dans l'abattoir qui étaient atteintes de ce cancer et on nous les a filées à bouffer? Alors non, moi je n'ai pas abattu. Alors moi j'ai vu les abattages, mais j'ai pas vu parce que j'étais dans le même secteur, dans la même section. Par contre, moi j'ai pas abattu. À la base j'étais allé là-bas, je savais pas que c'était pour faire ça. C'était une périm à l'époque. Et moi quand on m'a dit bon tu vas l'abattre les animaux, j'ai dit non, niet. D'accord. Donc ils m'ont foutu ailleurs. Par contre, ce que j'ai vu, honnêtement, parce que j'ai fait la connaissance après d'un vétérinaire qui travaille au niveau des abattoirs, notamment au niveau des porcins, avec qui je suis devenu ami, il m'a expliqué beaucoup de choses. Moi, ce qu'il faut savoir, par contre, ce que j'ai vu, c'est des vaches arriver avec des poches d'hémorragie, des trucs, des taches dans la viande, des trucs comme ça. Et en fait, à l'abattage, ce qu'ils font, c'est qu'ils font simplement que découper autour des endroits où il y a les choses qui commencent à pourrir dû au cancer. D'accord. Et puis le reste, ça passait. Enfin ça c'est parce que s'il y a un endroit qui est pourri par le cancer, tout le reste le cancer s'est propagé partout, enfin c'est pourri partout j'imagine. Alors eux leur but c'est que le conditionnement visuel soit propre, c'est tout ce qui les intéresse. Le reste, c'est énorme. Le reste ils s'en foutent. Bravo Richard, parce que je veux dire c'est énorme parce que c'est important comme reportage. Parce que c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on nous vend encore du rêve. C'est-à-dire qu'en fait, tant que la viande d'aspect, elle est belle, même si elle est pourrie, ils la mettent en barquette. Alors, il y a un truc, il faut savoir que j'ai bossé aussi dans les grandes surfaces longtemps. Il faut savoir que les néons des grandes surfaces, la couleur des néons, sont développés pour rendre, surtout dans les étalages de viande, sont développés pour rendre visuellement la viande plus rouge. Et oui, on va mettre un spectre de bleu de manière à ce que, dans le néon, un spectre de bleu plus intense, de manière à ce que la viande paraisse plus rouge. Ouais, parce que des fois, ça m'est arrivé qu'elle soit rouge sur l'étal, là, j'arrive chez moi, elle est un peu vertasse, quand même, la viande. Mais il me semble qu'il coupe aussi la viande, il coupe la viande dans le supermarché pour qu'elle paraisse plus rouge et pour enlever le bleu, non? Il la coupe directement au supermarché.
Oui, c'est toute la partie des nerfs, en fait. C'est toute la partie bleue où il y a plus de nerfs. Et là, effectivement, il s'arrange pour virer tout ce qui visuellement n'est pas vendable, quoi. Est-ce que, Claire, on voit bien qu'il y a de plus en plus de monde sur la planète. Est-ce que, je trouve que l'idée des coopératives, c'est bien, mais souvent à la campagne. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que j'habite dans une ville. Et alors, à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire, ou à Toulouse, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour bien manger? Il y a partout en ce moment des AMAP qui se montent et où au moins on sait comment les bêtes sont élevées et on sait, ce qui se passe. Après, c'est plus ou moins bio parce que on n'a pas toujours le contrôle sur les paysans du coin. On ne sait pas s'ils appliquent vraiment des protocoles bio ou pas, complètement ou pas. Mais ça supprime déjà la traçabilité parce que c'est à côté de chez toi et t'es sûr de pas bouffer du porc à la place du veau et ainsi de suite. Mais il y a des AMAP partout qui livrent maintenant dans Paris, j'habite dans la vallée de Chevreuse, il y en a plein aussi, il y en a partout qui se montent en France. Parce que déjà ça a un énorme avantage pour le lier à la crise économique, qui est encore un autre truc qu'ils nous font digérer, mais qui est un truc complètement fou. Je veux dire, c'est que au moins, quand on va acheter dans une AMAP, on sait qu'on fait vivre le mec de l'AMAP qui peut élever ses enfants et que nous, on mangera pas des trucs pourris. C'est déjà un avantage. C'est quoi l'AMAP? C'est quoi ça veut dire? C'est des associations de paysans qui vendent directement. D'accord. C'est-à-dire, ils te vendent les carottes, les machins, les légumes de saison. Et ça, en fait, tu peux te faire livrer. Tu peux te faire livrer chez toi. Oh non, écoute. Il faut que tu redescendes là. Mais non mais attends, toi t'habites dans... non mais attends Claire, t'habites dans la vallée de Chevreuse, mais moi j'habite dans Paris. Tu crois que je vais aller faire 70 km pour aller bouffer? C'est pas possible, tu te fais pas livrer dans une AMAP. Le paysan, il a un camion avec ses 250 packs de machin. On y va tous et on fait les paquets, on fait il y en a qui achètent un panier entier, s'ils sont plusieurs. Toi, tu achètes un demi-panier et tu mets 2 choux dans un panier entier, un chou dans un demi-panier et on s'arrange tous à tour de rôle pour aller faire les paniers et pour livrer tout le monde. Et ça, je peux en trouver en région parisienne. Faut que tout le monde remette la main à la pâte si on veut remettre ce monde dans un état qui est normal. Parce que là, pour l'instant, on se fait bananer par les grandes surfaces, on se fait bananer par les intermédiaires, par les mecs qui veulent faire du profit. Il faut redescendre sur terre, il faut aller acheter ces animaux si on veut manger de la viande et ces légumes à des gens qui continuent ou qui recommencent à cultiver normalement. Bon, Claire, pour la livraison, moi... Claire, pour la livraison, c'est 14h, 15h. Après, je suis pas là. Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Oui, Claire. Non seulement il faut dire la vérité, mais il faut que tu recommences à t'éduquer un peu. Oui, bien sûr. Mais je sais que je découvre beaucoup de choses avec cette émission, parce que c'est vrai que nous, on est dans les villes et qu'on n'a pas le temps, on court partout, etc. Et je m'aperçois que finalement, il faut parfois prendre le temps de se poser. Tu sais, je vais te faire une confidence. En général, quand ils te donnent les légumes, il faut que tu les laves aussi, parce qu'il y a la terre autour des poireaux et des carottes. Hein. Ouais, tu me dis, ça c'est des bêtises. Non. Mais non, mais je plaisante, bien sûr, bien. Non, mais j'apprends quelque chose et je me dis que je vais taper AMAP demain sur internet et voir si je peux pas trouver ça à côté de chez moi. J'habite à Rueil-Malmaison, donc je devrais trouver pas très loin. Ah, Rueil-Malmaison, tu plaisantes, tu vas trouver. Ah ben voilà, c'est super, je vais bien manger, ça j'en suis persuadé. En tout cas, Richard, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de témoigner, d'avoir eu le courage de le faire, toi qui as travaillé. Et puis à très bientôt peut-être, et en tout cas merci de ta fidélité. Mais je t'en prie. Au revoir. Belle soirée. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 36 28 et dites Ado. Oui, je le disais, Claire. Quand on voit le nombre de gens qui arrivent sur la planète, on voit que d'année en année la population mondiale explose. On se dit mais où va-t-on, et on se demande, hein, quand on t'écoute, on se dit est-ce que les gens vont prendre conscience, mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens, parce qu'on a la sensation quand même malheureusement que bien manger ça coûte beaucoup plus cher que de mal manger quand même. C'est-à-dire qu'ils nous ont vendu un grand leurre et nous ont dit que toutes les manipulations génétiques qu'ils faisaient, tous les trafics qu'ils faisaient, les élevages industriels,
c'était parce qu'on était trop nombreux sur la planète et qu'il fallait pouvoir nous nourrir. Donc ça justifiait leur méthode. C'est pas vrai du tout. Absolument pas vrai. C'est-à-dire que la planète telle qu'elle est maintenant, en cultivant normalement ces légumes comme on faisait avant, peut nourrir 1,5 milliard de personnes. Donc on est loin du compte. Je veux dire, on peut... c'est un leurre parce que, par exemple, les cultures OGM, ça va produire plus la première année. Mais la deuxième année, la troisième année, les cultures deviennent de moins en moins abondantes. Et par contre, il faut que les gens rachètent leurs semences, etc. Donc c'est au contraire une façon d'affamer la planète. C'est pas une façon de nourrir la planète, c'est une façon de l'affamer en prenant un maximum de profit. En fait, voilà. C'est exactement ce qu'ils font pour le pognon. Hein. Je veux dire, la crise économique, c'est pareil. La crise économique, c'est quoi? C'est la même poignée de gens qui ont fait main basse. Ils ont fait main basse sur les semences, ils ont fait main basse sur l'élevage industriel, et après, ils ont fait main basse sur le pognon. Et en fait, le maître mot, c'est profit. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas bien bouffé, mal bouffé, c'est profit. Et parce que c'est pas que le profit. Ils veulent faire du profit, mais ils veulent aussi confisquer toutes les ressources de la planète pour avoir le monopole. Et quand ils ont le monopole, ils peuvent imposer leurs prix, peuvent imposer leurs règles, et c'est ça où on crève. Et là, si on réagit pas, on va tous en crever. Parce qu'on n'aura pas demain les semences pour... Il suffit que les quelques 4 ou 5 sociétés semencières qui sont en train de s'accaparer toutes les semences de la planète décident demain qu'ils vont pas nous livrer et on peut plus bouffer. Ouais, c'est ça, Donc c'est juste un monopole, il faut pas voir les choses de cette façon. C'est juste des gens qui veulent le profit, et pour avoir le profit, ils veulent le monopole. Bien sûr. Donc en ayant le monopole, ils nous affament ou alors on marche comme ils veulent. Le beurre, l'argent du beurre et le crémier. Alors pas mal de réactions, Claire, sur la page Facebook, et Elodie d'ailleurs, je crois. Oui, elle nous dit qu'il y a des AMAP à Paris, et d'ailleurs ça lui coûte 9 € par semaine, et c'est bio, c'est bon, et ça lui évite d'acheter des cochonneries au supermarché. Ah bah génial, voilà. Et Donc... voilà, t'as plus qu'à téléphoner à Elodie. En plus, elle est jolie, je ferai une pierre de coups. Bon, Claire, est-ce qu'on peut imaginer que les lobbies alimentaires, parce que là c'est une question qui nous a été posée, est-ce que les lobbies alimentaires sont complices des labos pharmaceutiques et ils cherchent à nous faire tomber malades pour que l'on consomme plus de médicaments? On va pas jusque-là quand même. Oui, mais si, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ces paractionnaires interposés sont les mêmes qui ont les actions dans les mêmes choses. C'est pas le paysan du coin qui a décidé de mettre des cadavres d'embryons dans la gélatine pour donner des bonbons à tes enfants. C'est le cartel de la chimie qui s'est imposé absolument partout, et en nous racontant des colonnes de beurre et en nous racontant des trucs, c'est pour le bien de la civilisation, c'est pour que tout le monde ait à manger, ça parle aux gens qui ont un cœur, tu vois. Il faut que le monde puisse manger, etc. Mais derrière, c'est juste des cartels qui veulent se faire un maximum de pognon. Et ce sont les mêmes qui ont des actions chez les semenciers, chez les élevages industriels, et bon, je cite pas de nom, mais voilà. Alors, mais je peux, puisqu'on parle de labos pharmaceutiques, on s'aperçoit que, en fait, tu sais, l'homme est de plus en plus résistant aux antibiotiques, mais il semblerait qu'en fait, ce soit dû, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire, aux antibiotiques que l'on donne aux animaux. C'est-à-dire que, voilà, comme indirectement on mange des antibiotiques par les animaux, donc notre corps, en fait, devient de plus en plus résistant. C'est ça, c'est vrai? Oui, parce que on sait que l'antibiotique, c'était quoi? Si tu avais une infection un jour, tu prenais un antibiotique et ça enlevait l'infection. Enfin, ça jugulait l'infection. Mais le problème, c'est que maintenant, on bouffe. Quand tu regardes quelqu'un qui achète tout, je veux dire dans des marques low price, et avec des élevages industriels, des OGM, etc., il bouffe, il est en fin de chaîne. C'est-à-dire qu'on te dit 5 légumes par jour, 3 poissons par semaine, etc. Mais au bout du compte, il mange quoi? Il mange des tranquillisants, il mange des antibiotiques, il mange des hormones. Donc, il est bourré d'antibiotiques, et quand tu as un problème de santé, l'antibiotique va te donner ton médecin ne sert à rien, parce que ton corps il bouffe des antibiotiques tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça fait aucune réaction. C'est comme quand on se bourre du même médicament, à un moment donné, il fait plus effet, quoi. Exactement.
Donc ça c'est la grande hypocrisie, c'est-à-dire que franchement nos instances de santé le savent, mais par cœur, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, j'ai retenu plusieurs choses, qu'il faut vraiment qu'on aille aux AMAP, parce que je trouve ça, plutôt hyper intéressant, et en plus, ça peut faire vivre des agriculteurs qui travaillent sainement. Voilà. Parce que ces agriculteurs vont vivre, ils vont remettre l'argent dans le circuit local, et au lieu de payer les intérêts aux banques, l'argent, là, la France a né à 1800 milliards d'euros, je veux dire, de dettes. Ouais. C'est complètement débile, c'est-à-dire qu'on passe tout notre argent par à verser des intérêts à des banques, et c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent qui n'existe pas, ce sont des écritures bancaires. Donc, et pendant ce temps, les usines ferment, nos paysans ferment, je veux dire, il faut revenir à l'autarcie, pour venir à dire, je vais acheter mes légumes chez un tel, et comme ça, les gens autour de toi, s'ils vivent, ils remettent l'argent dans le circuit local, et donc tu peux revivre. Et il y a d'ailleurs, je salue, j'en profite, je vais en profiter vraiment. Vas-y. Je suis basque et je dois dire que je suis très fière parce qu'au Pays Basque, ils ont monté un truc qui s'appelle l'Ushco. C'est à la place de l'euro, c'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de 2000. C'est quoi, c'est une monnaie au Pays Basque? C'est quoi? Qui ont créé une monnaie. Et donc tu vas au Pays Basque et si tu vas au Pays Basque, tu peux acheter. Alors l'heure de plombier est égale à l'heure d'un professeur de fac, est égale à du moment que tu passes une heure de ton temps, c'est le même prix. Et ça te permet d'aller chez le coiffeur. Tu payes un Ushco et tu prends les Ushco et tu vas les dépenser chez le maraîcher qui vend des légumes, et l'argent ne va plus aux banquiers mondiaux qui nous pourrissent. En même temps, je vois pas pourquoi l'heure d'un plombier serait moins chère que l'heure d'un prof d'université. C'est pour ça que c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien. Parce que du coup, tout le monde travaille. C'est-à-dire que tu as besoin de ton enfant et des cours d'anglais. Et il y a quelqu'un qui lui donne un cours d'anglais. Et toi, si tu as besoin d'un plombier, tu prends un plombier. Et le prix est le même. Mais au moins, l'argent reste fait vivre les gens qui n'ont plus de quoi à vivre parce que on nous a tout confisqué. On voit de plus en plus de gens, quand même, et de plus en plus de villages travailler comme ça. Je crois qu'il y avait un village, j'ai vu un reportage très très sympa. Je crois que c'était sur France 2, sur un village en Alsace qui s'appelle Ugersheim. Alors c'est le village qui est fou, qui a viré en fait les autobus, et il a mis en fait des chevaux. Des chevaux. C'est génial. Je trouve ça génial. Et en fait voilà, ils cèdent, ils troquent, machin, tout ça, et c'est juste hallucinant. Ils sont c'est le maire, tout le monde va de son petit truc, et je trouve que voilà. Alors je sais pas si on pourra faire ça dans les grandes villes, mais en tout cas à la campagne, ou dans des villes moins importantes, on s'aperçoit que ça se mobilise quand même pas mal. Oui, mais ils nous ont poussé à ça, ils nous ont poussé à la révolte totale. C'est-à-dire que si les gens veulent vivre, pouvoir élever leurs enfants normalement, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de cautionner ce système qui est complètement pourri, qui sert juste à les intérêts de gens qui sont déjà multimilliardaires et qui n'en ont pas besoin, et pendant ce temps tout le monde crève. Donc c'est sûr. Je trouve ça vraiment génial. Il faudrait que je pense que si tu me demandais tout à l'heure si c'est un espoir ou un salut, je pense que l'espoir et le salut, il est là. Voilà. Que chacun devienne conscient du fait qu'on est utilisé, manipulé, pour nous faire croire certaines choses, etc., que tout est du pipeau, et qu'il faut en revenir au basique, il faut en revenir à ce qui faisait une société avant. C'est-à-dire qu'avant, la monnaie, c'était un échange, c'était du troc, ça permettait le commerce. Maintenant, c'est plus ça permet d'enrichir des gens qui sont déjà multimilliardaires et qui font juste qui en ont rien à foutre de foutre l'humanité à genoux, parce que c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Écoute Claire, on a été encore une fois ravis d'être en ta compagnie, on a appris beaucoup de choses, les AMAP, voilà, je vais y aller. Merci en tout cas d'avoir pris le temps ce soir entre 23h et minuit de nous faire part de tes investigations. C'est mon plaisir. À bientôt. Ouais, merci. Au revoir, ciao.
Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook Ado. Eh bien voilà, comment ne pas être heureux après 3 heures durant lesquelles je vous ai offert autre chose que du cul ou du foot. Ce soir encore, il a été entendu sur Ado tout ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Il en sera ainsi demain dès 21h avec, à mes côtés, Paul-Georges Sansonetti et la quête du Graal. Ensuite, c'est Jean-Michel Faure, un médium qui écoutera vos témoignages concernant les phénomènes paranormaux auxquels vous avez peut-être été confrontés. Si c'est le cas, laissez-moi vos coordonnées puis vos témoignages sur mon mail bob@adofm.fr. Ce sera un plaisir de les écouter sans moquerie et sans jugement. N'oubliez pas qu'en attendant demain soir, l'émission continue sur les réseaux sociaux, Elliot. Oui, vous faites comme Colline, Théo et Sylvain qui viennent de nous liker et ensuite vous nous partagez, vous témoignez et vous laissez vos commentaires sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado et la page Twitter Modiès Bob Vérité. Et ce soir on souhaite une bonne journée à Ricio puisqu'elle nous écoute depuis le Japon. Génial, Ricio. Et ben voilà, merci à toute mon équipe, Hélène, Bess, Sylvain, Elliot et Mathieu. Bonne nuit à tous et comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Le nouveau son R&B.